en réalité, la CEDEAO, ce dont elle a peur, c'est si les peuples prennent fait et cause pour l'AES, que deviendrons-nous? Voilà la question de ce syndicat. Parce que partout là, il n'y a que des syndicats, en Afrique centrale, tout ça là. Vous n'avez que des syndicats, des chefs d'État, des gens qui ne travaillent pas pour leur peuple. Comment la CEDEAO peut-elle se lever et se mettre à dire oui, nous allons accorder 6 mois supplémentaires, prendre un jeune président qui vient d'arriver, qui a besoin, de maîtriser comment ça fonctionne, 2, de prendre même la main dans son propre pays, et on lui confie le dossier le plus difficile. Parce qu'il ne s'agit pas de ramener les pays de l'AES dans la CEDEAO, il s'agit de gérer le terrorisme qu'il y a au Sahel, enfin ce qu'ils appellent terrorisme, le mercenariat international qui plombe la sécurité et l'économie de ces pays. C'est ça qu'on lui demande de gérer, lui qui vient d'arriver, qui n'a même jamais eu de fonction ministérielle. Donc, qui ne sait même pas comment ça fonctionne, les choses à ce niveau-là. Qui doit apprendre? C'est à lui que des gens qui voulaient faire la guerre au Niger, qui ont même dit, ouais, nous, on va là, 1000 hommes, le premier contingent de 800 hommes, on veut les envoyer. Eux, qui sont là depuis toujours, les gens comme Ouattara, qui ont été premier ministre en 90, il ne peut pas aller s'en occuper. Pourquoi il ne s'en occupe pas? Nana Akufo-Addo, pourquoi il ne va pas s'en occuper? Le Nigeria qui a une longue expérience de ces mêmes problèmes, Boko Haram et tout ça là, et tout ce qui se passe dans le Biafra, dans le sud, delta du Niger, pourquoi ils ne s'en occupent pas? Pourquoi ils ne vont pas s'en occuper? Donc ils ont tendu un piège à un jeune président qui avait besoin du soutien de tout le monde pour pouvoir bien prendre en main son poste de chef d'État et de pouvoir, après un certain temps, quand il aurait maîtrisé ça, de pouvoir enfin mieux s'impliquer dans les dossiers non seulement nationaux, puisqu'il n'avait aucune expérience de gestion, même au niveau ministériel. Je crois qu'il n'a jamais été ministre au Sénégal. Il n'a même jamais eu ce niveau de... Donc il avait besoin de temps. Et vous avez donc ces gars-là, habitués au coup bas, qui sont venus lui tendre ce piège pour que ça reste une tâche sur sa présidence. Parce que malheureusement là, le général Tiani vient, je crois, si ce n'était pas encore définitif pour eux, il vient de manière définitive de leur dire vraiment, consacrez votre temps à autre chose, vos ressources à autre chose. Ce qui préoccupe la CEDEAO au niveau opérationnel, c'est les salaires des contractuels issus de ces pays-là. Comment ils vont continuer à les payer. Et puis la fermeture des agences communautaires dont les sièges se trouvent dans ces pays où les agences. Donc il va falloir fermer tout ça, sortir de là. Et puis comment ils vont mettre à jour leur budget. Parce que aussi ça c'est un autre problème. Et les États doivent évaluer les pertes liées à la sortie de ces pays de la CEDEAO. Donc, les pays de l'AES qui font preuve de bonne volonté ont émis dernièrement un certain nombre de règlements qui garantissent la libre circulation entre des citoyens de la CEDEAO dans leur pays. Ils ont simplement dit que c'est quand vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que si un citoyen de la CEDEAO se présente à leur porte, il pourrait ne pas entrer ou faire l'objet de contrôle s'il y a un mandat ou un soupçon sur lui, mais il ne pourrait pas entrer si jamais il n'est pas en règle. C'est tout. Mais le reste, vraiment, ils sortent comme ils veulent, ils peuvent investir. Même au niveau des investissements, ils ont garanti les investissements. Donc vous pouvez venir vous installer, investir comme vous voulez. Ça veut dire que la CEDEAO, c'est elle qui est en retard. L'AES avance, l'AES crée des choses. Des gens qui ont déjà annulé le roaming entre eux. Comment vous allez faire? Comment ils vont faire pour travailler avec vous? Vous avez le roaming entre tous les petits États là. Sortez du Bénin, Togo, roaming. Sortez du Ghana, Togo, roaming. Petits espaces comme ça. Les gens vous ont dit il n'y a plus de roaming sur 3 millions de kilomètres carrés environ. Comment ils vont travailler avec vous? Ils ont un commandement militaire de plus en plus unifié parce que l'objectif est de former une armée. Exactement. Parce que quand arrivera le temps de la fédération, il faut que l'armée soit prête. Et le fait qu'il n'ait plus de roaming, par exemple, signifie qu'ils sont en train de travailler sur... Oui, mais ça signifie quelque chose d'extrêmement important. C'est que désormais, les douanes doivent devenir des douanes communes. C'est-à-dire qu'on ne perçoit plus, parce que le roaming, en fait, c'est une taxe. Une taxe pour la communication. Donc, les taxes commencent à tomber et ça commence à devenir donc un espace économique commun.
et national, puisque l'objectif c'est la fédération. Et c'est tout ça qui se construit. Et en même temps, si on dit par exemple le roaming tombe, c'est aussi les moyens de paiement. Parce que ça a voulu dire quoi? Ça a voulu dire que désormais vous transférez de l'argent via les réseaux de GSM d'un pays, de ce qui constitue un pays à un autre, sans les surcoûts. Ce n'est plus comme si vous transférez l'argent du Cameroun au Gabon, vous payez un surcoût et des choses comme ça. C'est ça que ça signifie. Or, ces surcoûts, c'est ça les taxes. Et donc tout ça est en train de tomber pour qu'ils aient un tarif extérieur commun. Et le fait d'avoir un tarif extérieur, ça veut dire qu'ils sont en train de construire en fait progressivement leur État, leur fédération. Et vous êtes là dans des histoires où, en réalité, si vous prenez ces experts qui travaillent depuis 1 an, ou près d'un an, 2 ans, aujourd'hui, si vous les ramenez à la CEDEAO, ils seront perdus. Parce que c'est un autre monde qui n'a plus rien à voir avec le leur. Et vous voyez comment des gens, ils font les routes pour relier ils font les plans pour relier rapidement leur pays. Ils sont là. Ils ont même ils réhabilitent les voies ferrées pour réhabiliter leur pays. Ils savent désormais que le Niger a une industrie pétrolière un peu plus en avance. Et donc, tout le monde a mis la main à la pâte pour qu'on passe de 20 000 barils jour à 100 000, 120 000 barils jour, la nouvelle raffinerie, pour s'assurer qu'ils sécurisent les approvisionnements en carburant et qu'ils puissent produire de l'électricité supplémentaire pour tout le monde. On est là, le projet de centrale nucléaire du Burkina. Tout le monde dit du Burkina, mais au fond, quand vous regardez l'équipe de projet, c'est l'équipe AES. C'est l'AES. Donc, les gars, ils disent, nous allons faire une centrale nucléaire qui va pouvoir nous apporter entre 1400 et 2300 mégawatts. Nous apporter, pas apporter au Burkina, mais nous apporter. Parce que en l'état actuel, le Burkina ne peut pas absorber une telle quantité d'électricité, mais tous les autres, ils planifient à quel moment la centrale civile sera-t-elle prête. C'est pour tout le monde. Donc, ils ont désormais une approche d'État, une approche d'un pays, mais pas une approche de plusieurs pays. Or, comment ils vont travailler avec vous qui avez des approches parcellaires, des petits espaces, comment en réalité ces gens-là, ils ne comprennent plus parce qu'ils sont tout le temps dans des projets où ils travaillent ensemble. Donc ils ne comprennent plus très bien la CEDEAO. Et on voit par là l'influence d'un partenaire. On a l'impression qu'il y a quand même l'influence d'un nouveau partenaire, Dr Yamtimba. C'est pas qu'il y a eu l'influence d'un nouveau partenaire. Nous ne devons pas prendre les choses comme ça. Il s'agit de l'initiative historique de nos peuples africains. Après, il y a probablement la présence, le soutien, un apport de partenaires nouveaux, mais c'est d'abord l'initiative historique de nos peuples. Ce narratif doit être le nôtre. Parce que c'est ce récit-là qui rassure les peuples. Le récit sur le... Et en plus, ce récit est historiquement vrai. C'est-à-dire que c'est l'initiative historique de nos peuples. C'est historiquement vrai. Bien sûr, on a vu cela vient d'être. Non seulement c'est vrai, mais en plus, ça rassure les peuples sur le fait qu'ils ont leur mot à dire. Et troisièmement, c'est ça qui fait le plus peur à la CEDEAO. Parce que la CEDEAO se dit, alors là, c'est les peuples qui ont produit en fait ce qui est là. Exactement. Ça pourrait commencer à convaincre leur propre peuple. Et si ça convainc leur propre peuple, c'est la CEDEAO qui tombe, même tombera pas dans le sens où l'AES va rentrer là-bas. C'est en fait l'AES qui va avaler la CEDEAO. Et l'AES est prête. Parce que l'AES l'a dit dans sa charte. Tous ceux qui se le veulent peuvent les rejoindre. Et c'est pour ça que nous en sommes tout le temps à dire, il ne faut pas que le président Faye reste dans les contradictions de ces gens qui sont dans les rouages du pouvoir néocolonial depuis des décennies. Tinubu est là depuis très longtemps, il était gouverneur, tout ça là. Bien sûr, il est dans Ouattara est là, tout ça là. Bon, maintenant, Akufo-Addo, il est out. Talon, Fornia Simbe, ils sont dans le truc depuis très longtemps. Il ne faut pas qu'ils rentrent là-dedans. Ce ne sont pas ses camarades de classe. Ils ne sont pas arrivés au même moment. Ce ne sont pas ses camarades de classe. Ses vrais camarades de classe, c'est le président de l'AES. Parce qu'ils arrivent pratiquement au même moment. Et ce qui est intéressant, tous, en dehors du président Tiani qui a occupé un poste important au cœur du système, tous les autres, ils sont arrivés sans ça. Bon, peut-être que le président Goïta avait une année ou deux en tant que vice-président. Mais ça montre d'ailleurs quand même la preuve que ces gars-là, ils sont faits d'un bois extrêmement précieux. Quand ils ont fait le coup d'État en 2020, mais les militaires au Mali ne se sont pas mis en avant. Ils ont laissé le pouvoir à un civil. Ils ont laissé le pouvoir à un civil, qui malheureusement s'est montré être un parfait France-africain
il fallait reprendre les choses en main. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Donc, je crois que la CEDEAO doit savoir que les plans directeurs, vous avez entendu ce que le président Tchani a dit, le plan directeur de reprise en main du Mali, et qui est lié à tout ce qui est en train de se planifier au niveau de l'AES. Comment est-ce que l'AES n'a pas le temps à perdre? Je crois que ces dirigeants, le message, tout ce que j'ai entendu le président Tchani dire, c'est que mais nous n'avons plus le temps de cette affaire-là.